Absolument ravi de vous retrouver sur la chaîne géopolitique. Alors, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la géopolitique, n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne et puis aussi à me laisser des commentaires. Je serai ravi de répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur les différents sujets que j'aborde. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui est d'un espace géographique qu'on évoque peu dans l'actualité, c'est l'Asie centrale, à savoir l'ex-Union soviétique, des territoires d'ex-Union soviétique. Et là, cette fois-ci, on va parler aux confins, si vous voulez, de l'ex-Union soviétique, à savoir la vallée de la Fergana, où vous avez l'enchevêtrement de trois territoires, à savoir l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Et là, en l'occurrence, ce soir, on va parler plutôt de cette litige territorial entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, mais on pourrait tout aussi bien parler également des litiges territoriaux entre l'Ouzbékistan et le Kirghizistan. Mais à la différence, si vous voulez, du litige territorial entre l'Ouzbékistan et le Kirghizistan, là, en l'occurrence, entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, c'est le seul endroit frontalier, la seule frontière de l'ex-Union soviétique qui n'a toujours pas de démarcation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement où passe la frontière. En fait, les deux parties, les Kirghizes et les Tadjiks, ont une carte qui diffère. Donc, les Tadjiks se basent sur une carte datant de 1924, donc de l'époque de Staline, de Joseph Staline, qui avait donc tracé une frontière. Comme d'habitude, Staline ne tenait pas compte des réalités démographiques. Et au contraire, il cherchait à favoriser plutôt une ethnie sur une autre, comme on l'a vu par exemple sur la question du Haut-Karabakh. Et bien pareil, pour la question également tadjik et kirghiz, il a plutôt favorisé peut-être, dirait-on, les tadjiks au détriment des kirghizes. Et donc, si vous voulez, il y a un litige territorial. Alors, ce qui se passe, c'est que tout de même, malgré qu'il y ait un litige territorial, il n'y avait pas de violence ou une violence très sporadique, pas grand-chose non plus, comment dire, de très grave tout de même. Alors certes, il faut le dire, il y a une haine entre les deux peuples, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas comme à l'époque de l'Union soviétique où chacun vivait dans la même nation, à savoir l'Union soviétique. Là, depuis la fin de l'Union soviétique, les gens vivent dans des États différents, qui ont des régimes très différents. Il faut savoir que le Tadjikistan, c'est un État fermé sur le reste du monde. On parle d'un régime dictatorial où on a eu le même président depuis la fin de l'Union soviétique, à savoir le président Emomali Rachmonov, qui a changé d'ailleurs son nom de famille, il l'a tadjikisé, puisqu'il a enlevé le OV à la fin pour faire Rachmonon, pour le rendre plus tadjik, si j'allais dire. Et donc, vous savez donc ce dictateur qui est à la tête de cet État, alors qu'au Kirghizistan, c'est un petit peu l'exception de la région, le Kirghizistan, puisque c'est la démocratie de la région, le Kirghizistan. Vous avez des élections législatives, présidentielles, une liberté d'expression. Au Kirghizistan, on avait fait une vidéo, si vous vous rappelez bien, au mois d'octobre sur le Kirghizistan, puisqu'il y avait eu des événements suite aux élections assez ubuesques pour la région, puisqu'on avait eu donc la libération de celui qui allait devenir le président du Kirghizistan quelques mois plus tard, à savoir Sadir Japarov, emprisonné, et donc les élections avaient été déclarées frauduleuses, et donc ensuite elles se sont tenues de nouveau les élections présidentielles au mois de janvier, et donc là c'est Sadir Japarov qui a gagné très largement les élections. Il a instauré par référendum, il a demandé aux électeurs kirghizes de choisir entre un régime présidentiel ou parlementaire. Les électeurs ont choisi un régime présidentiel pour lui donner en quelque sorte la liberté d'action au président. Et justement, Sadir Japarov, si vous voulez, depuis qu'il est président du Kirghizistan, veut très clairement, si vous voulez, une sorte, pour vous donner un petit peu, c'est un nationaliste qui veut redonner fierté aux Kirghizes. Et qui surtout qui veut se débarrasser de la corruption et parle au peuple kirghize de façon, on va dire,
de façon directe et qui plaît beaucoup au peuple kirghize. Alors évidemment les commentateurs le traitent de populiste, hein, du fait qu'il parle la langue du peuple, mais disons évidemment il est très populaire, en tout cas pour l'instant au Kirghizistan. Et Sadir Japarov, justement pour redorer le blason et la fierté kirghize, a décidé d'établir un réservoir, un barrage donc sur la rivière Isfara, pour justement, du fait des problèmes d'approvisionnement d'eau dans la région, hein. Il faut savoir que c'est une région avec une faible pluviométrie, et donc évidemment il y a la sécheresse et donc des problèmes d'accès à l'eau. Et donc le président Sadir Japarov, le nouveau président kirghize, a donc essayé de construire un barrage. Mais voilà que ceci n'est pas du goût évidemment du Tadjikistan, qui est un État en aval, hein, donc du Kirghizistan, en tout cas en aval du fleuve de la rivière Isfara. Et donc, c'est peut-être la goutte d'eau, si je peux prendre ce jeu de mots qui est pas très bon, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la rivière Isfara, si je puis dire, puisque en réalité, hein, les Tadjiks ont saisi en fait cette question du barrage, peut-être pour attaquer en fait le Kirghizistan. En fait, on a appris jeudi que des affrontements ont eu lieu et semblerait-il, d'après des sources désormais qui concordent, c'est du côté tadjik en fait qu'on a attaqué. C'est semblerait-il les forces armées tadjiques qui ont attaqué les Kirghizes, et on parle d'attaques de très grande ampleur. Puisque pour vous donner des ordres de grandeur, on parle quand même de 78 maisons brûlées, des 58 000 personnes dans la région, dans la frontière, ont dû être évacuées. On parle d'une soixantaine de morts. Alors, du coup, on a justement appris, justement aujourd'hui, qu'en fait, il n'y a pas que des victimes kirghizes, hein, puisque jusqu'à présent, on n'a parlé que de victimes du côté kirghize, hein, avec autour d'une soixantaine de morts, si j'ai des bilans qui varient. Même si certains parlent de centaines de morts, mais d'autres sources parlent plutôt de 36 morts, donc il n'est pas très clair combien il y a eu de morts, mais tout de même, on voit quand même, ceci n'est pas insignifiant, un tel bilan. Et du côté tadjik, il y aurait également, on reconnaît des victimes, mais évidemment du fait de l'opacité du régime, on ne veut pas dire le nombre de victimes du côté tadjik. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que pour l'instant, justement, c'est aussi un petit peu le côté un peu mystérieux de ce conflit, c'est que tout de suite, quelques heures plus tard, ce conflit s'est gelé, j'allais dire. On a trouvé un accord de cessez-le-feu qui semble tenir pour l'instant. À l'heure où on parle, ce lundi 3 mai, il n'y a toujours pas de reprise des conflits, des hostilités. Le cessez-le-feu semble pour l'instant tenir. Et donc, pourquoi en fait tout simplement ceci s'est embrasé? Donc, comme on l'a dit, il y a la question très clairement, il y a la question de l'accès à l'eau qui est un véritable problème. Peut-être il y a la question évidemment politique, hein. Peut-être on veut déstabiliser la démocratie kirghize, hein, puisque je rappelle que du côté comme j'ai dit, hein, dans le reste de la région, on parle de régime autocratique, et justement on apprend du côté tadjik que peut-être on est en train de préparer la succession du président Emomali Rahmonon. Son fils pourrait lui succéder, donc on voit une sorte de régime dynastique au Tadjikistan. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que la région est très inquiète également d'un autre événement, c'est le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan. Alors ça, on a parlé dans la vidéo d'hier de ce thème, du retrait des troupes étrangères d'Afghanistan. Il faut savoir que l'Afghanistan est tout proche du Tadjikistan, à tel point que les deux pays partagent une frontière, le Tadjikistan et l'Afghanistan, le long des chaînes du Pamir. Alors, évidemment, ces chaînes du Pamir sont une formidable forteresse et une protection pour le Tadjikistan vis-à-vis de l'Afghanistan, puisque justement, il faut savoir que justement cette région du nord-est de l'Afghanistan, frontalière avec le Tadjikistan, où se sont réfugiées notamment les forces de l'Alliance du Nord
du feu colonel Massoud était une région, justement, c'était la seule région que ne contrôlaient pas les talibans à l'époque où il régnait le pouvoir. Et justement, on s'inquiète de plus en plus dans la région comme je disais, d'un retrait des troupes étrangères, du fait que, évidemment, ceci pourrait ramener, comme on l'a dit hier dans notre vidéo d'hier, que je vous invite à visionner, si vous ne l'avez pas fait, on craint un retour, tout simplement, des talibans au pouvoir. Et donc, évidemment, c'est une énorme crainte pour le régime tadjik. Je rappelle qu'au Tadjikistan, il y a eu une guerre civile qui a frappé le pays terriblement dans les années 90, où on avait le président Rahmon qui a combattu, on va dire, des groupes islamistes qui tentaient d'établir un régime, on peut dire, assez proche de la tendance des talibans. Donc c'était un conflit assez proche. Donc évidemment, du côté tadjik, on ne veut pas revivre le même scénario et donc on craint terriblement une influence afghane, si vous voulez, un décalquement du conflit taliban que les talibans mènent en Afghanistan en Tadjikistan. Est-ce que les talibans pourraient déstabiliser le régime de Emomali Rahmonov, qui est une des bêtes noires évidemment des talibans? Ceci est tout à fait possible, et donc il y a une certaine nervosité du pouvoir au Tadjikistan vis-à-vis de cette instabilité de l'Afghanistan. Donc ça, c'est aussi peut-être une troisième région qui peut peut-être pousser en fait le Tadjikistan à essayer qui pourrait en tout cas expliquer toute cette déstabilisation dans la région. Par ailleurs, également, on essaye de tester évidemment aussi de la capacité de réaction de la Fédération de Russie. Je rappelle que le Tadjikistan et le Kirghizistan sont tous les deux membres du traité de sécurité collective établi par la Russie, qui implique que si un de ces États est attaqué, la Russie évidemment intervient. Et donc là, la Russie très clairement est intervenue pour également apporter un cessez-le-feu, et ce qui peut peut-être expliquer en partie qu'un cessez-le-feu est intervenu, car peut-être l'une des deux parties craignait que la Russie n'intervienne à ses dépens. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut expliquer, si vous voulez, la déstabilisation de la région. En tout cas, on va continuer de suivre cette situation mouvante à la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan dans les prochains jours sur cette chaîne, sur la chaîne